Bonjour à tous, je me présente Jérémy Attia, entrepreneur, fondateur de e-Academy, organisme de formation spécialisé dans l'IA appliquée aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je suis avec Aurélien qui va présenter ce podcast avec moi. Et Yoash, je vous laisse vous présenter les gars. Bonjour à tous, Aurélien Gittard. Je travaille dans la tech depuis un peu plus de 4 ans, dans l'investissement en tech. Et aujourd'hui, on reçoit Yoash, spécialisé dans le Voice AI, un grand sujet, qui a d'abord travaillé chez Hugging Face pour développer ses propres modèles, et ensuite maintenant dans une social app en IA. Je te laisse te présenter. Salut les gars, merci pour l'invitation. Merci à toi. C'est Yoash Lacombe. Je suis ingénieur en IA depuis quelques années déjà, spécialisé dans le domaine de l'audio. Je vais développer des modèles qui vont générer de la voix. Donc des voix qui peuvent être de tout type, de toutes sortes. Je pense qu'on pourra en rediscuter plus tard. Et avant ça, j'ai fait une formation assez classique. Tout d'abord prépa, ensuite école d'ingénieur qui s'appelle Télécom Paris. J'ai fait un double diplôme avec HEC également et ensuite un master de recherche en IA qui s'appelle le MVA avant de rejoindre Hugging Face. Ok, Hugging Face, le mec est ouais. solide du coup. Ok, trop bien. Du coup, alors on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, t'as quel âge déjà? C'est quoi là? J'ai 27 ans. 27 ans, Ouais. ok. Donc, ouais, on a tous le même âge ici. Et t'as monté ta première boîte à quel âge? J'ai pas monté de boîte. Enfin, la boîte que t'as Hugging Face par rapport à ton J'ai expérience actuelle. rejoint Hugging Face à 24-25 ans Ok, en stage de fin d'études. Et là-bas, j'ai rejoint une équipe qui s'appelle Open Source où en gros, mon travail, c'est d'évangéliser le domaine de l'audio. Donc je vais expliquer un peu ce que je veux dire par là. Donc l'IA, c'est assez général. L'IA, c'est un terme assez umbrella, désolé pour l'anglicisme, où en fait, généralement, quand on pense à l'IA, on pense à ChatGPT. Donc c'est du texte principalement. Donc tu vas communiquer avec cette IA-là avec du texte. Récemment aussi, il y a eu des grosses avancées en vision. Donc tout ce qui est interaction avec de l'image. Et là, vous pouvez penser à Banana de Google ou alors juste le modèle où vous créez des images avec ChatGPT. Mais également en voix. Et historiquement, l'audio, la voix, c'est un modèle qui a beaucoup de retard par rapport aux autres modalités. Et en fait, mon job à Hugging Face, c'était vraiment de pousser le développement de cette modalité-là à travers l'écosystème open source. Euh, Et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Hugging Face? Oui, très bien. Hugging Face, c'est une plateforme qui vise à centraliser tous les efforts en IA. Quand je dis centraliser tous les efforts, c'est une plateforme qui s'adresse à tout le monde, pour tous et par tous. Donc tout le monde, ça peut être quelqu'un qui ne connaît rien à l'IA et qui veut découvrir ce que c'est, ce qui se passe, c'est quoi les modèles qui sont en tendance. S'ils veulent essayer des modèles, il y a aussi des démos, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour les néophytes, on va dire, mais également pour les chercheurs, pour les développeurs et pour les grosses boîtes qui veulent se faire un peu connaître. Il y a des moyens de partager ce qu'ils font à travers donc, du coup l'open source. Donc c'est mettre à disposition leurs efforts, leurs recettes, leurs résultats euh, pour tout le monde juste en publiant ce qu'ils font et en mettant à disposition par exemple leurs modèles ou leurs datasets, etc. Et ce qui est intéressant, c'est un écosystème qui est un peu particulier. Quand on pense à l'IA, quand on n'y connaît pas grand-chose et on pense à ChatGPT, mais en fait, il faut savoir que euh, au- à travers l'histoire de l'IA, il y a eu beaucoup de contributions et d'échanges entre tout ce qui est recherche académique et recherche R&D dans les grosses boîtes. Et en fait, il y a une sorte d'échange et de jeu, de séduction entre les deux pour aller travailler dans des gros laboratoires d'IA. En général, ces gros laboratoires vont publier beaucoup de papiers, vont montrer qu'ils ont beaucoup de résultats, ils vont partager leurs recettes qui ont du succès pour entraîner des modèles et avoir des modèles qui sont performants. Et ensuite, vous avez des chercheurs qui, du coup, vont regarder c'est quoi ces papiers et ils vont orienter leurs décisions de carrière par rapport à ce qui se fait là. Et c'est un gros facteur. C'est aussi OpenAI. Le mot open, c'est ouvert. C'est au tout début, OpenAI faisait beaucoup de open source. Ils publiaient beaucoup ce qu'ils faisaient. Les recettes, tout était partagé. Maintenant, c'est un peu moins le cas, mais en tout cas, ils ont un historique fort de recherche. Et en fait, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toute une trend. En fait, c'est pas une trend, parce que ça fait des années que ça dure, où en fait, des gros laboratoires, ils vont publier ce qu'ils font. Meta, récemment, avec Llama, qui, du coup, ça a été un facteur. Déjà, c'est un modèle qui est utilisé des millions de fois,
Et aussi, c'est un modèle qui a attiré beaucoup de chercheurs et de gens qui sont très performants en IA pour aller travailler chez Meta. Et toi, chez Hugging Face, tu développais tes propres modèles open source dans la voice, c'est ça, dans la voix? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que ça signifie? Oui, bien sûr. En fait, au tout début, c'était plus, une fonction de support. Donc, j'allais aider les chercheurs et les boîtes en fait, à rendre leur modèle plus accessible et à publier un peu, ce qu'ils font. Typiquement, je pense à un modèle de Meta qui s'appelle Seamless M40, où c'était un modèle qui permettait de traduire des langues en direct, avec la d'une langue à l'autre, en automatique et en direct. Et ça, c'est un modèle qu'ils ont publié qui était qui était pour moi pas très accessible, et mon travail, c'était de le rendre un peu plus accessible et d'en faire quelque chose. Heu C'est-à-dire accessible? Accessible, c'est-à-dire, facilement utilisable, donc faire un travail sur le code pour que n'importe qui puisse l'utiliser en quelques lignes de code. Donc ça, c'est plus pour des codeurs, mais également des démos, pour que les gens qui veulent essayer le modèle puissent juste, sans toucher à des lignes de code, puissent juste, aller sur un site internet et tester le modèle. Heu, voilà. Et donc, Hem, pour revenir avant Hugging Face, par rapport à ta formation, ouais. c'était quoi tes premiers pas dans l'IA? Et à quel moment tu t'es dit: «OK, je vais m'orienter dans cette direction», et comment tu as petit à petit, développé ce hard skills qui t'a permis de rejoindre, les entreprises, Bah, pour lesquelles c'est une bonne question. Moi, depuis toujours, je suis passionné par les mathématiques et un peu l'informatique. OK. Et très jeune, je pense, aux alentours du bac, j'étais tombé sur des vidéos d'avant, c'était la data science, la big data, où en fait, on promettait, des résultats, assez impressionnants, et en tout cas à l'époque, de science-fiction un peu, en disant, «On a beaucoup de données», par exemple, «On a beaucoup de données de capteurs et qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on est capable de faire?» Et la promesse, c'était: «On est capable de prédire certaines choses qui sont, trop compliquées avec des outils classiques». Typiquement, par exemple, on pourrait prédire des feux des départs d'incendie en mettant des capteurs un peu partout et juste en analysant les données. Donc ça a commencé comme ça, et petit à petit, ça s'est un peu aligné avec ce qu'ils faisaient aussi dans le monde réel, les nouvelles avancées. C'est que j'ai vu qu'il y avait des modèles d'IA qui paraissaient importants, l'ancêtre de ChatGPT notamment, et c'était des choses qui me mettaient un peu des étoiles dans les yeux, et du coup, j'ai orienté un peu mes études là-dessus. J'ai aussi continué à faire ce que j'aimais, c'est-à-dire, de l'informatique et des mathématiques, et du coup, en prépa, j'ai fait ça. En école, mon école, je l'ai choisi comme ça, et ainsi de suite, et même le master final, je l'ai choisi aussi par rapport à ça. Je savais que je voulais le faire, et ça m'a permis de mettre un pied dedans. Et ensuite aussi à côté, j'ai fait différents stages, des choses comme ça, où je pouvais travailler avec la donnée et avec des modèles, entraîner mes propres modèles, tester un peu la donnée, et après j'ai eu la chance de rejoindre Hugging Face, qui a été une grosse opportunité pour moi. Et quand tu as découvert les prémices d'OpenAI avec, les modèles avant GPT-3, du coup, c'est ça? Ouais. C'est un peu ça que tu expliquais. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça aille aussi vite en termes d'IA actuellement? Ou tu vraiment à une croissance un peu plus lente? Alors, ce qui m'a étonné, c'est l'adoption très, très forte et très rapide de ChatGPT. Ça, pour moi, ça a été un peu le boom. Mais les signes prometteurs, juste avant ChatGPT, il y avait déjà des papiers, enfin des résultats de recherche qui étaient publiés, qui allaient dans cette direction-là. Donc toi, tu étais déjà sensible à cette technologie avant le gros Ouais, boom ouais. de Je pense à un 2021-2022. modèle de Google qui s'appelle PaLM, qui est OK. un peu l'ancêtre, enfin qui est un précurseur de ChatGPT, mais qui n'a pas été publié parce que, c'était trop puissant. Mais ce qui ne veut Dans rien quel dire au sens? final, dans le sens où en fait, à l'époque, les gros laboratoires, par exemple Google, avaient déjà entraîné des modèles qui étaient assez puissants sur la même recette que ChatGPT. Mais ils étaient un peu, effrayés par les résultats possibles, par l'usage, peut-être, vous savez, éthique que peut avoir ce modèle, et par les répercussions aussi, politiques et aussi, juste médiatiques que peuvent avoir OK. l'usage de certains modèles. Sur Donc du texte Typiquement, uniquement? sur du texte, par exemple, bah, plusieurs fois avant ChatGPT, il y a eu des gens qui ont publié des modèles, et en fait, les utilisateurs, en les utilisant quelques fois, ils cherchaient directement à essayer de contourner les limites du modèle et à faire publier à faire dire au modèle des choses, racistes, antisémites ou n'importe. Et en fait, dès qu'il y avait ce genre de problème, malgré les assurances des chercheurs qui publiaient ce modèle juste pour, montrer au monde ce qu'ils savaient faire, les gens utilisaient le modèle, leur faisaient dire des choses qu'il fallait pas, et du coup, bah, le site, n'était plus accessible. OK. Et OK, en c'est fait, super intéressant ce là que tu dis. où ChatGPT, ça justement, ça a révolutionné la chose, c'est qu'ils ont, su,
déjà contourner un peu ce problème médiatique parce qu'à l'époque, ils étaient moins connus que les grosses boîtes, que les GAFAM, mais aussi qu'ils ont fait des techniques en plus qui leur ont permis d'assurer que le modèle était un peu plus aligné avec ce qu'on voulait, avec du coup éviter de sortir des dingueries, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés plus vite, OpenAI. C'est ça Euh, qui leur a permis d'être sur le devant de la scène. Et... c'est ça qui, pour moi, c'est ça qui leur a permis de publier, oui, d'avoir le premier modèle qui soit utilisé par le grand public. C'est le fait un, qu'ils soient moins connus que les GAFAM, et deux, qu'ils aient développé des techniques d'alignement qui leur permettaient Ok, donc il y de avait rendre le modèle déjà un peu des chat meilleur. GPT avant l'heure Ouais, dans la technologie et en fait, LLM, mais ça a été les premiers à vraiment démocratiser la chose, c'est ce que tu es en train de dire. ça, ouais, ouais, exactement. Et Ok. je me rappelle très bien de ce qui m'avait impressionné sur un des papiers précédents de Google, donc Palm, où en gros, le modèle, il montrait un exemple du modèle qui expliquait une blague en anglais. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de le faire moi-même. Expliquer une blague, c'est un peu compliqué. En tant qu'humain, je vous demande d'expliquer pourquoi ça vous fait rire. Et le modèle était capable de dire avec des mots très clairs, bah, ça, c'est une blague, c'est marrant parce que ça. Et ça m'avait assez impressionné à l'époque. Ouais. Et donc, ta fascination pour l'IA, elle a commencé avec ce que tu dis là, principalement sur le texte, donc la génération de texte, donc c'est-à-dire à partir d'un prompt, pouvoir générer une page, des phrases qui vont suivre. Qu'est-ce qui t'a permis de passer de cette génération de texte à de la génération de voix? Donc, c'est-à-dire, même si tu peux aller un peu plus en détail, ce que ça signifie, vu qu'on parle de voice depuis le début, mais qu'est-ce que ça signifie de la génération de voix par rapport à de la génération de texte, comme ChatGPT, dont tout le monde connaît. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce shift-là? Ce qui m'a motivé à faire ce shift-là, c'est, moi, d'une part, j'ai toujours été un peu intéressé par tout ce qui est application vocale. Dans mes études, il y en avait pas mal. Mais également aussi, ce que vous avez parlé de cet écart entre ce qui se faisait en texte et ce qui se faisait en voix. Dans le sens où, en fait, j'ai vu une sorte un gap. Ouais, c'est un Et peu un des derniers remparts avant de vraiment humaniser l'IA, tu vois. c'est ça. Avoir une voix qui te semble proche, connectée, etc. Et c'est vrai que là-dessus, les IA conversationnelles, même aujourd'hui par rapport à la technicité des IA juste de génération de texte, ben, il y a encore un petit gap, quoi. C'est très clair. Il y a un gap, et je reviendrai à ta question, mais ce gap-là, il vient aussi du problème d'alignement. Comme on dit, l'alignement, c'est rendre le modèle aligné avec ce qu'on veut que lui fasse. C'est-à-dire, on veut qu'il réponde poliment, on veut qu'il soit utile, on veut qu'il soit dans le contexte. On veut pas que juste il parle d'autre chose, que ce qu'on pourrait faire sur Internet, par exemple, parce que ça a été entraîné sur Internet, donc ça a tendance à répliquer ce qui a été vu sur Internet. Donc pour éviter ce problème-là, on va l'aligner. Donc on va lui donner des exemples de ce qu'on veut qu'il fasse et on va lui faire apprendre cet alignement-là. Et c'est un peu plus compliqué en audio. Comment est-ce que tu vas récolter en texte, c'est assez simple, entre guillemets, dans le sens où tu écris ton texte et tu peux donner des exemples assez faciles. C'est facile à lire, c'est facile à écrire. Alors que l'audio, il faut l'écouter, donc ça prend plus de temps. Il faut aussi en faire, il faut que ça soit la bonne qualité. Et tu as d'autres facteurs aussi pour l'aligner. Il ne faut pas seulement que ce qu'ils disent ce soit intéressant, mais il faut aussi que la façon dont ils le disent soit toujours cohérente. Il faut que ce soit la même voix. Il ne faut pas que la voix change d'une seconde à l'autre, parce que sinon c'est pas très humain. Il faut que l'émotion elle soit propre. C'est ça, c'est la retranscription de l'émotion, je pense, un des plus gros défis. Après, tu me diras si je me trompe, mais C'est un défi. En fait, il y a énormément de défis dans le domaine de la voix. Il y a le défi contextuel dans la conversation, c'est-à-dire est-ce que je mets la bonne émotion au bon moment? Est-ce que je prends le bon accent? Est-ce que je parle avec la bonne prosodie, la bonne vitesse? Tu as aussi tout ce qui est contexte temporel, se rappeler de ce qui a été dit il y a 5 minutes. Typiquement, l'audio, une des raisons pour lesquelles c'est compliqué, c'est que dans une seconde d'audio, tu as beaucoup, beaucoup de points de signaux. Alors que dans du texte, un texte que tu vas dire en 5 minutes, t'as la ouais, c'est que quelques mots, les au mots et la final. ponctuation, ouais. Ouais. Du coup, l'information que conduit l'audio, le signal audio est beaucoup plus forte et beaucoup plus riche et il y a beaucoup plus de signaux et c'est beaucoup plus bruité parce que tu as aussi toutes les conditions de microphone, de plein de conditions comme ça, même de voix en fait, parce que tu peux avoir un rhume ou quelque chose comme ça. Donc tu as plein de petites perturbations qui font que c'est compliqué par nature et c'est aussi ça qui est intéressant avec l'audio, c'est comment est-ce que tu rends l'audio plus accessible et comment est-ce que tu fais pour que l'audio soit compréhensible par un modèle. Ça a été un des travaux que j'ai fait avec Gameface. Et c'est aussi ce qui m'a intéressé. Alors, il y a différents types. Tu as le modèle conversationnel qui va
on va appeler ça end-to-end, donc un modèle qui fait de l'audio en entrée ou du texte en entrée et qui va aussi directement sortir de l'audio en sortie. Ça, c'est ce que vous pouvez essayer avec GPT-4o, vous savez, le mode audio. C'est très impressionnant. Moi, je travaille plus sur juste une étape intermédiaire où, en gros, tu donnes du texte à transcrire, à dire, et en fait, tu as un modèle qui va générer cette voix-là, ce texte-là avec une voix qu'on veut lui donner, par exemple. Et à quel point est-ce qu'on est loin de pouvoir générer une voix qui est très proche d'une voix humaine, que ce soit dans les émotions, que ce soit même dans les perturbations dont tu parlais, parce que c'est quelque chose qu'on voudrait retranscrire lorsque tu communiques avec une IA, des perturbations, que ce soit un rhume ou quoi. Enfin, c'est ce qui rend humain l'interaction. À quel point est-ce qu'on en est loin? Est-ce que Pour c'est moi, à horizon 2, 3, 4, 10 ans? on y est déjà. On y est Ouais. déjà, ouais. Ouais, on y est déjà. Je sais pas si vous avez essayé le mode audio de GPT. Si, il est très bon, mais tu sens encore que tu parles à un robot. Ouais. Je trouve qu'on n'est pas encore au stade. Et moi, par exemple, dans le cadre de mon entreprise, tu vois, le gros sujet, c'est est-ce que tu peux remplacer le département sales par des IA demain, tu vois? Et même si tu sens que là, il y a un progrès exponentiel avec toutes les entreprises qui proposent de faire ça, tu es encore au stade où tu peux remplacer des fonctions support, mais des fonctions vraiment sales où tu as besoin de lire et retranscrire en permanence si ton lead est chaud, froid, comment il sent, si tu arrives à toucher sur des arguments émotionnels, rationnels, etc. On n'y est pas encore tout de suite, sauf si tu connais des modèles secrets qu'on ne connaît pas, tu vois. Mais tu penses qu'on y est déjà ou qu'on va y être là? Alors c'est ça, on n'y est pas encore. Mais Ok. c'est pas que pour l'audio, c'est aussi pour tout ce qui est contextualiser ce que tu fais. Typiquement, ces modèles-là, j'imagine qu'ils vont passer par du texte. Du coup, Ouais. rien qu'en passant par l'étape intermédiaire de texte, quand je dis passer par l'étape intermédiaire, je vais m'expliquer. Euh, Quand tu parles à un modèle, il y a deux façons de faire. Soit ton modèle il comprend directement ce que tu dis, soit tu vas d'abord transcrire en texte, donc dire ce que je vais dire en texte, et ensuite transmettre ça à un modèle qui fait que du texte, qui va générer du texte, et ensuite avoir un modèle audio qui va générer ce qui a été dit par le modèle textuel. Et ça, en fait, tu perds de l'information. Tu as une sorte de bottleneck, bon, encore désolé pour l'anglicisme, qui fait que bah, typiquement, tout ce qui est émotion, tout ce qui est est-ce que je suis chaud, prosodie, et cetera, c'est des informations qui sont perdues. Donc forcément, ton modèle, il va pas être capable de comprendre ce qui a été dit sur ce point-là. Mais après, effectivement, on n'y est pas encore parce que, en fait, on n'a pas encore des modèles qui soient capables de comprendre parfaitement des contextes émotionnels qui sont ou prosodiques qui sont émis par la voix. Heu, Bah, ouais. pourtant, j'ai l'impression que quand tu parles à un chat GPT sur des conseils perso ou quoi, il a quand même une intelligence contextuelle de ce que tu lui dis, tu vois. Et parce que en fait, déjà juste par le texte, tu peux avoir des cues, tu peux avoir des indices. Si ton texte il est joyeux, bah, tu vas peut-être, dire ça de manière joyeuse. Si ton texte il est ironique aussi par rapport au contexte du texte, pardon, pour les textes multiples, non, mais c'était c'est pas grave. Par rapport, au contexte, en fait, tu peux juste savoir si, bah, cette phrase-là va être ironique ou pas. Donc tu as beaucoup d'informations dans l'audio, mais il en manque quand même quelques-unes. Mais après, désolé, je me suis un peu perdu dans ce que je disais. Ouais. Mais Non, mais ouais, tu disais qu'il y avait plus d'informations en gros dans le texte et enfin assez d'informations pour qu'il te Oui, retranscrive un texte qui soit vraiment cohérent avec ton et pas contexte, ouais. tandis qu'il y a peut-être trop d'informations dans l'audio Et pour. toi, tu parlais du fait que quand tu parles à GPT, tu as l'impression qu'il capte ce que tu dis émotionnellement, et c'est le cas parce que le modèle, il est, end-to-end, donc c'est-à-dire qu'il comprend directement l'audio, il perd pas cette information-là sémantique, des émotions que tu peux dire et et mais ce qui est intéressant pour moi, ce qui est vraiment intéressant avec GPT, le mode audio, c'est que si tu regardes les démos qui a été fait avant, je ne sais pas si vous avez vu un peu le Demo Day de OpenAI quand ils ont présenté ce modèle-là. Le modèle était capable de faire bien plus de choses que ce qu'il est capable de faire actuellement quand tu l'utilises sur l'application. Il était capable de chanter, de prendre plein d'accents, aussi probablement de faire des voix d'acteurs, des choses comme ça, mais ça ils l'ont enlevé, c'est normal. Ok. Heu et en fait, parce qu'ils voulaient le rendre à disposition au grand public, et c'est une des difficultés, ils ont, fait ce que j'appelle, enfin ce que j'ai appelé l'alignement, probablement, et en fait, ils ont dû, un peu empêcher le modèle de faire plein de choses qu'il était capable de faire parce que, sinon, les usages pouvaient être, rien qu'en malveillant. en manière de copyright, ouais, ou alors juste en manière de juste, si tu lui demandes, il était capable de copier des voix.
Donc tu pouvais lui donner la voix de n'importe qui et il était capable de la copier et c'est un peu dangereux parce Ouais. que tu peux vite imaginer des problèmes avec ça. C'est la grande peur des acteurs d'Hollywood, notamment. Exactement. Et là, tu parles beaucoup des problèmes du fait de passer de la voix, ensuite à du texte. Et donc, comme les modèles de texte ne sont pas parfaits actuellement, bah, le résultat derrière, après le texte qui va être retranscrit en voix, n'est pas parfait non plus. Et pourquoi pas casser cette étape et passer directement de voix à voix directement, sans passer par du texte entre les deux? Oui, c'est ce que fait GPT. Ok, Et c'est une façon de faire, mais du coup, pour faire ça, il faut avoir des moyens, que peu de boîtes ont, donc il y a pourquoi? plein d'acteurs. Parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de données. Il faut aussi storer la donnée et aussi l'audio, c'est comme j'ai dit, c'est un peu tu as plus d'informations sur une seconde audio que sur du texte. Donc forcément, juste en termes de place, ça va prendre beaucoup plus de place. Après, il faut aussi trouver la donnée, il faut la noter. Il y a plein de choses qui font que c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué aussi de faire de l'alignement, comme j'ai dit. Donc en fait, tu as tout, sur chacune des étapes, classiques d'un modèle, tu as des petits problèmes et qui font que c'est plus compliqué pour des boîtes, avec des petits moyens de faire ce genre de choses. Ok. Mais ça n'empêche qu'il y a des boîtes qui font ça déjà, je pense à une boîte qui s'appelle Liquid AI, qui est une boîte, où il y a des Français dedans, je sais pas si c'est une boîte française, qui fait des modèles, ce qu'on appelle on device, donc que tu peux mettre directement sur ton téléphone, il y a pas de communication avec internet et qui ont fait des modèles, voice to voice, donc audio to audio, donc sans cette, couche intermédiaire de texte et ça marche, raisonnablement bien. C'est clairement pas au niveau de GPT audio, mais c'est très intéressant. Donc je pense aussi une question de moyens. Après, je pense que la plupart des acteurs, ils se concentrent sur le texte et sur l'image parce que c'est aussi, les vecteurs par lesquels on communique le plus souvent sur internet et c'est aussi, un moyen très simple. C'est plus simple de travailler sur du texte, clairement, Hmm. Et donc, je vais rebondir sur la question des moyens. Donc toi, dans ta précédente boîte comme dans ta boîte actuelle, c'était quoi les moyens qui avaient été mis à ta disposition, heu, pour faire ton travail, tout simplement? Oui, alors ça, c'est J'imagine un que c'était pas les mêmes. Ta boîte c'est d'avant était ouais. beaucoup plus grosse. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu? Bien sûr, il y a plusieurs choses. Quand tu vas travailler sur des modèles en IA, que je parle pas de l'étape de mise en production, je parle de l'étape d'avant, de développement de ce modèle-là. En général, tu as besoin de hardware, donc de matériel sur lequel tu peux, faire ça de manière efficace. Donc ça, on parle de GPU, vous avez sûrement entendu parler d'NVIDIA ou des choses comme ça. Où là, du coup, plus tu as de GPU puissants, mieux c'est. Effectivement, c'est aussi un facteur d'attractivité, pour les boîtes US. De dire on a, énormément de compute et d'hardware, à disposition, venez chez nous, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et effectivement, avec Gameface, il y en avait un peu plus. Donc ça, c'est un premier moyen et après il y a le moyen de la donnée aussi, où là, c'est un poil plus compliqué en audio, où il faut trouver de la donnée. Hem, voilà, moi, avec Gameface, j'étais, un peu, j'avais une contrainte en plus, c'est le côté open source. Donc, typiquement, tu vas prendre de la donnée qui est libre de droit totalement et du coup, moi, j'ai pas travaillé sur de la donnée. J'ai pas, cherché à acheter de la donnée ou quoi que ce soit. J'ai pris la donnée qui était disponible sur internet, libre de droit, open source. Quand je dis libre de droit, ça veut dire que tu as le droit d'en faire, un usage commercial comme tu veux. Sauf qu'en général, ces données-là, elles sont aussi, en audio en tout cas, c'est souvent des gens qui lisent des textes, donc c'est des audiobooks, donc la voix, elle est beaucoup moins intéressante, elle est beaucoup moins expressive, des choses comme ça. Donc j'avais cette donnée-là, j'avais les moyens, importants en hardware de Hugging Face et du coup, ce que j'ai fait avec ça, c'est que j'ai essayé de trouver des recettes, pour en faire quelque chose. Le la Juste pour ceux qui connaissent pas Hugging Face, tu peux préciser la taille de la boîte, s'il y a eu d'éventuelles levées, par qui ça a été fondé pour que oui. vraiment les gens puissent comprendre et contextualiser à quel point c'était une boîte, Donc importante? c'est une boîte qui a été fondée par 3 Français, il y a une dizaine d'années, pour faire un modèle, pour faire une sorte de chatbot à l'époque et hem, qui a vite reconduit en développant des librairies open source, donc du code open source qui permettait d'utiliser rapidement et efficacement les dernières avancées de l'IA. Et c'est une boîte qui a très vite grossi. Là notamment, je crois qu'ils sont 250 ou 300, heu qui a levé quelques centaines de millions et qui est valorisé à 7 milliards, je crois, maintenant. Et Heu, toi, quand tu es rentré dedans, elle était à quel niveau? alors moi, Combien je suis d'employés? rentré Quel valo? juste après la dernière, non, j'étais déjà dans la boîte, mais j'étais en stage pendant la dernière, levée de fonds. OK. Oui. Ils avaient levé à ce moment-là, je crois 200 millions peut-être ou autour de ça, je suis pas sûr du chiffre exact. Et en fait, c'est une boîte qui a
un rôle très particulier dans l'écosystème, c'est que c'est une boîte qui fait de l'open source, elle est très petite par rapport à des GAFAM. Et malgré ça, ça a une visibilité énorme dans le sens où, vu que tous les acteurs de cet écosystème-là vont passer par cette boîte pour publier leurs recettes ou pour faire des partenariats quand ils vont faire des grosses, des grosses releases. Par exemple, OpenAI récemment, ils ont open source un modèle un peu moins bien que ChatGPT, mais un modèle d'IA. Ils ont fait un partenariat avec Uniface du coup, pour tout ce qui est du coup, écrire des recettes pour entraîner ce modèle, pour l'utiliser de manière efficace, etc. Donc, c'est une boîte qui a un rôle très particulier dans l'écosystème et qui fait que malgré ça, en fait, c'est pas une boîte qui va compéter avec d'autres boîtes. C'est une boîte qui va juste Ouais, qui est faciliter le unique par. travail des autres boîtes et c'est ça qui est intéressant. Et donc, Hugging Face, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent du code open source, donc disponible. Voilà, par exemple, je peux aller sur Hugging Face, avoir accès au code. Euh, Comment est-ce qu'ils font de l'argent? Quel est le business model de Hugging Face? Alors, ils font du code open source, c'était leur première activité. Maintenant, ils ont une plateforme. Dans une plateforme où ils vont hoster, donc ils vont héberger des gros modèles, des datasets, des démos, du compute. Ils vont hoster plein de choses qui font que demain, si toi, tu as envie de commencer dans l'IA, bah, tu peux aller là-bas, télécharger un modèle, l'utiliser avec le code de Hugging Face et le fine-tuner, donc l'entraîner pour faire autre chose et le pusher, l'héberger sur leur plateforme et ensuite faire de l'inférence avec. Donc, comment ils font de l'argent, c'est alors ça change tout le temps, donc je pourrais pas être très précis. Et déjà, est-ce qu'ils font de l'argent? Alors oui, ils font de Beaucoup. l'argent. Il y a une des sources principales, c'est les partenariats avec les grands acteurs d'hardware, notamment par exemple Intel ou Google ou les choses comme ça, où en gros ils vont développer du code spécifique aux puces de certains de certains acteurs. Par exemple, AMD. AMD, ils font aussi des GPU, mais le code d'inférence pour utiliser ces chips, ces hardware-là, il est moins développé. Ce qui fait que, du coup, ils vont, par exemple, faire un partenariat avec Hugging Face, et c'est là où il y a de l'argent, pour développer des choses là-dessus. Mais il y a aussi également des partenariats avec des cloud providers pour avoir des images, pour pouvoir utiliser facilement des librairies Hugging Face. Donc ça, c'est une première partie où c'est des contrats qui sont très intéressants pour Hugging Face. Et maintenant, il y a aussi tout un aspect heu, inference provider. Donc c'est des boîtes qui proposent des manières simples de mettre en production des modèles, en général open source. Et ces boîtes-là, il y en a beaucoup. Et en fait, ils vont passer par Uniface pour un peu centraliser un peu tous les efforts et faire en sorte que demain, si moi je veux utiliser un modèle qui est open source, typiquement Llama, donc qui est un modèle open source fait par Meta, qui est intéressant parce que c'est plus petit que ChatGPT, tu as un contrôle très fort sur le modèle, tu as le droit de l'utiliser comme tu veux, tu as le droit de le fine-tuner, l'entraîner comme tu veux. Si moi je veux mettre en production ce modèle-là, je peux utiliser un de ces providers et passer par la plateforme Hugging Face pour faciliter la chose. Et là, on parle pas mal de modèles, enfin, Ouais. on a parlé de modèles voice to voice, on a parlé de modèles pour la génération de texte, et notamment Hugging Face avec de l'open source. Mais concrètement, toi, c'est plus les modèles de voice qui t'intéressent. Quels sont les use cases concrets que tu vois les plus utiles sur fin 2025, début 2026, dans les prochains mois, années, sur la génération de voix? Pour les entreprises Pour ou les pour entreprises ou les en général? particuliers ou En même de général. manière générale? Ouais, de manière générale. Pour Parce que là, pour l'instant, ouais. on s'en sert pas. Enfin, à part communiquer avec ChatGPT, on s'en sert pas un peu dans la vie de tous les jours. Quels sont les use cases que tu vois les plus utiles? Pour, je pense que déjà pour les particuliers, je rêve et je pense que ça va arriver très vite d'avoir un assistant qui soit vraiment efficace, type Siri, mais qui puisse être juste vraiment efficace et juste tu pas besoin de te casser la tête à Ouais. vérifier, toujours à vérifier si les résultats sont bons ou des choses comme ça. Tu pas besoin de toucher à ton téléphone. C'est une boîte qui s'appelle Blue, je crois, qui fait ça. Je pense qu'il y a plein de boîtes qui font ça, mais je Ouais, connaissais le pas Siri qui celle-là. marche, en gros. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'est un truc, c'est un use case qui est clairement le plus logique et qui va peut-être arriver à un moment. C'est aussi l'idée de mettre en boîte GPT audio, faire en sorte qu'il y ait un modèle comme ça, mais qui marche un peu partout. Mais c'est plus une question de produit qu'autre chose, je pense. En termes d'entreprise, je pense qu'on y est déjà, c'est avoir des assistants vocaux. Donc qui soit vont parler avec des gens pour des tâches à faible valeur ajoutée, typiquement juste confirmer un rendez-vous médical ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un cas d'usage intéressant. Soit qui vont aider les opérateurs téléphoniques à faciliter leurs tâches. Donc là, c'est plus sur l'analyse.
transcription d'audio des gens qui appellent, aller chercher, ça c'est plus du coup le côté action, aller chercher l'information là où elle est. Et du coup, la personne qui est au téléphone, l'opérateur, son travail est facilité parce qu'il n'a pas besoin de faire tout ce travail de analyse claire de ce qui a été fait, refaire une retranscription à la fin, aller chercher l'information qu'on lui demande au bon moment, au bon endroit. Donc ça, c'est des... Pour moi, je vois ça comme une facilitation et une diminution de la charge cognitive que tu peux avoir quand tu fais certaines tâches répétitives en milieu professionnel. Hem, Après, je sais qu'il y a plein de cas d'usage où les gens essayent d'utiliser ça plus pour, du coup, la prospection, des choses comme ça. Pour le moment, je suis un peu moins, sûr de ce cas d'usage parce qu'effectivement, comme tu l'as mentionné, Jérémy, c'est, ce côté, est-ce que tu vas vraiment, heu, avoir toute l'information que tu as envie? Est-ce que tu vas pas juste, casser ta prospection juste en utilisant des modèles parce qu'en fait, tu es pas sûr de la qualité du modèle? Ouais. Et voilà. OK. Après, un dernier point aussi, c'est que pour le moment, en anglais, les modèles en anglais audio sont beaucoup plus avancés qu'en français. Donc effectivement, quand tu vas utiliser des modèles, en mode français, tu vas aussi avoir des résultats qui sont moins impressionnants. C'est parce qu'ils ont été plus entraînés avec des données de O voix anglaises? Ce qu'on Oui, en général, et qu'ils ont été Ouais. entraînés par des boîtes, anglaises aussi. Et du coup, par rapport à l'émotion, donc c'est quoi aujourd'hui, la part de, l'IA vocale dans ta nouvelle entreprise? Puisque c'est une application de donc un réseau social, c'est ça? C'est ça, j'ai rejoint, récemment un réseau social qui s'appelle Cantina Labs, qui est une sorte de réseau social créatif, dans le sens où, tu vas pouvoir interagir avec des, caractères, des personnages, imaginaires inventés par toi, et qui sont opérés par l'IA. Et dans ce contexte-là, tu peux avoir plein de manières d'interagir avec ces modèles-là, notamment, avec de l'audio, donc c'est là où j'interviens. C'est créer des modèles qui permettent, du coup, à ces caractères-là, à ces personnages-là que tu as créés toi-même, d'avoir une voix qui soit pertinente par rapport aux caractères. Donc avoir une voix qui soit émotive, qui soit adaptée à la situation, au contexte textuel de ce qui se passe. Avoir une voix qui corresponde à la description ou à l'imagination que tu te fais de la voix. Typiquement, tu peux avoir un personnage maintenant Winnie l'ourson, par exemple, tu peux avoir un personnage Winnie l'ourson, avec un tout petit twist, peut-être, un Winnie l'ourson machiavélique. Tu veux une voix qui ressemble, du coup, à un ours, tel que tu peux imaginer de Winnie l'ourson, mais tu veux aussi qu'elle soit un peu méchante. Donc il faut rajouter un peu de sarcasme ou d'autres émotions et tu veux que ça soit maintenu quand tu utilises le caractère et c'est là où le travail audio est important. C'est pour avoir ce côté un peu réaliste et un peu vraisemblable, quand tu vas utiliser le modèle. Et ça, c'est à la demande de l'utilisateur? Par exemple, le Winnie l'ourson, Là, c'est à la avec une demande. voix, c'est tu mets un texte et tu dis, «Je veux ce type de voix-là» et ça va te créer ton propre personnage que tu as imaginé avec la voix que tu as demandé? C'est ça, donc ça, bon, ça, c'est un des projets principaux sur lesquels j'ai travaillé, c'est ce qu'on appelle prompt to voice. C'est tu décris la voix que tu veux, donc typiquement, tu peux dire heu, un ours, méchant, par exemple. Tu décris la voix que tu veux et ça te crée une voix ou un ensemble de voix et tu choisis laquelle tu veux, un ensemble de voix imaginaires qui correspondent à ta description et que tu vas ensuite pouvoir utiliser pour ton bot. Après, tu peux aussi tu as une librairie de voix présélectionnées pour toi que tu peux aussi, juste, aller, partager la librairie, regarder la librairie et choisir la voix qui t'intéresse. Donc tu as plein de cas d'usage, mais ça, c'est une des composantes. Donc tu vas créer ton bot, tu vas aussi créer, à quoi il ressemble, donc tu vas décrire à quoi il ressemble. Tu vas aussi décrire sa personnalité, son style son style, textuel et ensuite, tu vas pouvoir l'utiliser, soit, tout seul, soit lui faire créer des vidéos, soit l'utiliser dans des, chat rooms avec des amis à toi. Si tu as envie de t'amuser un peu, tu crées une chat room, tu mets quelques personnages que tu as créés et tu fais un appel avec tes amis. Ça peut être aussi un cas d'usage et Mais du coup, c'est quoi le besoin auquel répond ce réseau social? le besoin, je pense pas que ce soit un besoin spécifique. Je pense que c'est pour explorer des besoins qui sont pas forcément, explicités, dans le sens où, c'est pour répondre un peu au cas, moi, je pense qu'il y a un truc qui manque dans les réseaux sociaux actuellement et qui est peut-être en train d'être répondu, c'est le côté un peu personnalisation de ton expérience. Il y a beaucoup de choses et c'est ce que fait Sora, par exemple, tu peux te mettre dans des vidéos, c'est l'application d'OpenAI avec des vidéos. Maintenant tu deviens l'acteur aussi, de ce que tu vois sur les réseaux sociaux et ça, c'est un des moyens aussi de le faire. C'est-à-dire que si toi aussi tu contrôles ce que tu vois sur le réseau social et aussi les personnages avec lesquels tu vas interagir, si tu as envie d'interagir avec des personnages.
Heu, voilà, un un des objectifs un peu, futurs à mon sens, c'est aussi d'avoir des caractères qui soient, persistants sur le long terme et qui soient utilisables sur d'autres plateformes pour que tu puisses juste avoir une sorte de un peu seamless interaction avec ces caractères-là. C'est-à-dire Ça, persistant. C'est-à-dire qu'il se rappelle de tes interactions avec toi Ok. et qu'il est capable de prendre aussi ses propres décisions. Quand je dis décision, c'est t'envoyer des messages ou des choses comme ça, comme un pote, quoi. ça va, Ok. tu sais, vers cette théorie qui dit que dans quelques années, 99% des interactions sur le web sera des interactions entre robots et que la part Ouais. d'interaction humaine sur le web sera tellement marginale qu'en fait, on sera juste On des m'a donné robots un qui parlent chiffre, on entre m'a dit robots, tu 50 vois. du contenu actuel généré par l'IA, sur internet. Je sais pas si, Actuellement, c'est ce qu'on m'a dit, faudrait que je vérifie le chiffre, mais texte plus vidéo. Parce que c'est vrai que par exemple, tu vas sur les réseaux sociaux, on est déjà pollué de je vidéos pense que pour le faites moment, par c'est Sora. texte, mais vidéo, Ok. je pense pas que ce soit 50 parce Non. que ça Ben, serait trop même énorme. sur Spotify, je crois que la part de musique uploadée par IA tous les jours, ça représentait 20%. Donc Ouais, c'est énorme 100 000 et par jour, tu vois. Qui vont être écoutés par des bots en plus d'IA. je pense qu'ils filtrent aussi, fortement, donc c'est Bah, 100 000 apparemment, qui résultent, là, ils se disent qu'ils ont retiré beaucoup, beaucoup de morceaux de leur catalogue, mais après, tu sais jamais la part, le pourcentage d'utilisation d'IA dans un morceau, mais ouais, bah, c'est. Après, c'est aussi, bah, là, c'est pareil pour l'IA, musicale. Tu as aussi ce côté, par exemple, on a parlé de Suno. Suno, c'est une boîte qui va, te permettre de créer des musiques, avec tes propres descriptions. Tu peux créer un peu une musique qui est adaptée au contexte que tu as envie et c'est ce côté un peu super personnalisé. Heu, Moi, je préfère la musique créée par des humains, mais il y a aussi ce côté, bah, écoute, je veux avoir une musique, qui parle, pour un cadeau d'anniversaire, qui parle de mon ami, avec des petites blagues, des private jokes. Bah, là, tu vas l'avoir, tu as pas besoin de passer par un musicien pour créer la musique. Tu as ce côté super personnalisé que tu pouvais pas avoir avant et c'est aussi un cas qui est pour moi super intéressant. Et c'est vrai que bah, là, on parle pas mal de la fenêtre de contexte, c'est-à-dire tout l'historique de l'utilisateur et essayer de comprendre l'utilisateur pour pouvoir générer de l'audio, générer un caractère, générer par exemple un podcast ou quoi. À quel point est-ce qu'on en est loin de pouvoir utiliser toute la fenêtre de contexte de l'utilisateur pour générer un besoin? Je pense qu'on en est très loin pour le moment. Pourquoi? Bah, déjà, il y a l'accès au contexte, c'est une première question. Comment est-ce que Ouais. tu vas, demain prendre tout ton contexte? Du coup, faut pouvoir donner l'accès à tout ce que tu as fait jusqu'au à l'instant T. Ça, c'est un poil compliqué juste en termes déjà de RGPD, je pense en Europe, mais aussi juste en termes de, bah, il faut, faire comment dire? Des adaptations sur chacune des plateformes qui ont accès à ce que tu as fait, pour le faire et après aussi, parce que les modèles ont des difficultés à, gérer l'information, quand, l'information est très grande et quand, l'information que tu veux, c'est une sorte de tu recherches, une épince dans une meule de foin, une épingle, un truc comme On ça. n'est pas. Merci. Heu et ça, c'est encore compliqué pour l'IA. Donc typiquement, tu pourrais avoir ça, en fait, tu l'as déjà, mais tu l'as pas assez efficace pour que tu puisses dire: «Ah tiens, c'est vraiment fort. Ah tiens, il va vraiment chercher, l'information vraiment pertinente au moment que je veux». Une des façons de faire, c'est aussi, de résumer un peu les interactions passées. C'est ce que fait, je crois, ChatGPT, enfin, en tout cas Mmh. dans une certaine forme. Et du coup, il a un peu un texte résumé qui est passé tout le temps à chaque fois que tu discutes avec lui, qui dit: «Bah, tiens, voilà, les informations importantes à savoir sur l'utilisateur». Mais t'as pas il te manque un peu ce contexte précis. Et donc ça représente une grande partie de ton travail chez Cantina Labs? Alors, pas pour le moment. Je Ok, pense que ça va l'être à un moment, oui. ok. Alors moi, j'ai une, euh, une question relative à la manière dont tu t'es formé, tu as acquis tes connaissances à l'IA. Donc j'imagine que ton cursus à Télécom et aux autres masters que tu as fait par la suite t'ont donné une base, mais avec une technologie qui évolue aussi rapidement. Enfin, tu n'as jamais appris ce que tu apprends là dans tes cours, dans tes masters, etc. Comment tu fais aujourd'hui pour acquérir ces connaissances et comment tu es sûr d'être updaté constamment et surtout quels conseils tu donnes à quelqu'un qui aujourd'hui veut se former à l'IA mais qui n'a pas Oui. forcément fait les études pour? Alors, il y a plusieurs points. Déjà juste, par rapport à comment je me suis mis dedans, effectivement, moi je suis quelqu'un d'assez académique, je sais pas si ça se voit, mais je suis quelqu'un d'assez académique et j'ai toujours été un peu passionné par, ce que j'apprenais à l'école. Donc, quand on me donne des choses à apprendre, je les apprends rapidement et je me passionne pour ça et je suis motivé. Donc il y a un peu ce côté, on m'a donné les clés d'accès pour, arriver dans ce monde-là et je les ai prises.
Mais effectivement, c'était pas suffisant. Il a fallu que je fasse des stages en plus où, on m'a donné l'opportunité de travailler sur des projets qui m'intéressaient et sur lesquels j'ai pu entraîner des modèles à moi, et qui fait que j'ai mis la main dedans. Donc il y a un peu ce côté, il faut passer à l'action et c'est un peu le conseil que je donne, même si vous n'êtes pas académique, c'est si vous voulez vous lancer dans l'IA, bah, va falloir un moment, il faut arrêter de penser, il faut commencer à vraiment, bah, essayer, si vous voulez, vous intéresser à l'aspect technique, il faut essayer de comprendre comment ça marche. Donc il faut, faire l'acte de vraiment d'arrêter de juste de dire: «Bah, ça marche et je comprends pas». C'est vraiment aller, voir la compréhension profonde et c'est un des travails que j'ai fait aussi, dans un des stages que j'ai fait. J'ai passé 2 mois et juste à essayer de comprendre vraiment, tout ce qui se passait dans le modèle, qu'on appelle d'attention, qui permet du coup de faire des modèles comme ChatGPT et ces 2 mois-là, ça a été, 2 mois qui sont toujours utiles jusqu'à maintenant parce que du coup, maintenant je sais comment ça marche et c'est quelque chose qui paraissait compliqué quand j'étais en études mais qui en fait, quand tu passes le temps à essayer de comprendre, et que tu l'as compris, bah, c'est des connaissances que tu as acquises pour la vie et qui te sont super utiles par la suite. Et c'est ce qui m'a permis de rejoindre Hugging Face et ainsi de suite. Où là, du coup, tu développes tes compétences en travaillant, en fait, aussi. Donc ça, c'est le conseil pour les gens qui veulent faire un peu de technique, c'est, plongez-vous dans comment ça marche exactement, si vous voulez vraiment le faire et commencez à implémenter des choses et à faire ces choses-là et à tester des choses et à arrêter d'être dans la contemplation. Mmh. Et après, c'est aussi un conseil pour les gens juste qui s'intéressent à l'IA, qui veulent utiliser l'IA, mais qui veulent pas encore, enfin, qui s'intéressent pas aux techniques derrière, ce qui est normal, je comprends totalement. C'est, bah, déjà d'utiliser l'IA et de faire des choses avec, d'essayer de comprendre comment ça marche et aussi, comprendre un peu les limites, et aussi, réaliser que c'est pas magique. Ce qui se passe dans le modèle, c'est pas du tout magique, c'est très explicable scientifiquement et aussi, des fois, ça dit des choses qui sont pas vraies. Ça dit des choses qui sont vraisemblables. C'est-à-dire que ça peut paraître vrai et parfois ça l'est, de plus en plus d'ailleurs. Mais si tu veux, vraiment comprendre comment ça marche, si tu veux vraiment utiliser le résultat, il faut aller vérifier l'information ou il faut trouver des moyens d'automatiquement vérifier l'information. Et c'est pareil pour les vidéos ou pour l'audio. Il faut se réaliser que ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est pas vrai. Le modèle, il est pas, tout puissant, il est pas capable de tout faire et que, c'est sur justement, il faut, capitaliser sur ce qu'il est capable de faire et sur les tâches qui sont, faciles pour lui et c'est là où c'est super intéressant. Chaque OK. modèle est différent en plus. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait, avec le travail que tu dis, enfin, c'est hyper intéressant au niveau sur le côté black box de l'IA. C'est-à-dire, tu vas demander une information, tu vas avoir l'output qui va être le résultat, mais tu sais pas comment cet output a été généré. D'où le fait que tu aies voulu retravailler from scratch, essayer de comprendre en profondeur comment ça fonctionne. Mais chaque modèle est totalement différent, que ce soit des modèles comme GPT, du côté d'Anthropic. Oui. Est-ce que tu as fait ce travail-là d'essayer de comprendre la différence entre chacun ou c'est pas quelque chose, tu Heu, penses qui est nécessaire pour pouvoir, alors bien comprendre en profondeur? je pense que c'est nécessaire. J'ai pas fait ce travail-là parce que c'est un travail, monumental. Je pense que Ouais. c'est compliqué. Après, je pense que quand tu utilises souvent chacun des modèles, tu vois qu'il y a une sorte de vibe un peu différente. Tu réalises qu'il y a des différences sur la manière de parler, sur, la manière de dire les choses et sur les capacités du modèle. Ça, c'est intéressant à voir. Mais je pense que là, le conseil que je donnais, c'est assez général. C'est pas un modèle spécifique. C'est Mmh. juste faut réaliser qu'il y a des limites et que ces limites-là, tu peux pas les passer. Si tu demandes, moi, je fais un exercice, bon, plusieurs fois, j'ai fait l'exercice de demander à ChatGPT: «C'est qui, Yoann Lacombe?» pour savoir un peu ce qu'il disait. Et en fait, tout le temps, c'était des informations fausses, mais qui étaient vraisemblables. Par exemple, c'était dit que j'ai fait Centrale, mais j'ai pas fait Centrale. Mais c'est un truc qui aurait pu être vraisemblable en contexte de l'information qu'il avait. J'étais à Hugging Face, il y a beaucoup de Centraliens, donc forcément, le modèle, il va dire ça. Et en fait, ce côté, vraisemblable, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent tomber un peu dans ce piège-là, notamment, à l'ère des fake news, des choses comme Ouais. ça. Les fake news, c'est aussi des news qui peuvent être vraisemblables, mais qui ne le sont pas. Et il y a tout un travail, et je pense que c'est un travail qui va être d'autant plus, important pour nos futures générations, à essayer de comprendre ce qui est vrai ou ce qui ne l'est C'est le pas faux du vrai, Mmh. ouais. et c'est là où, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avant l'IA, ça permet toujours l'IA, il y a un fait qui permet d'entraîner l'IA qui est assez simple, c'est que c'est plus simple en théorie de vérifier une information que de générer l'information. Donc typiquement, générer un texte sur Victor Hugo, c'est facile, c'est compliqué, parce que, nous en tant qu'humains, il faut qu'on l'écrive et etc. Mais par contre, aller vérifier que c'est vrai, bah, tu prends un dictionnaire ou, une encyclopédie et que tu vas vérifier l'information, c'est assez rapide et c'est moins coûteux parce que tu as pas à produire un texte.
Sauf que maintenant, j'ai l'impression aussi que vérifier l'information, ça devient une tâche de plus en plus compliquée parce que les modèles deviennent de plus en plus vraisemblables et c'est peut-être là où il y a aussi un travail à faire. Puis il y a quelque chose de compliqué aussi, c'est ce dont tu parlais, le côté des hallucinations. C'est-à-dire, par exemple, quand l'IA disait que tu avais fait centrale au lieu de faire télécom, ça, c'est un côté absurde de l'IA qui, plutôt que de ne pas répondre s'il n'a pas l'information, préfère répondre quelque chose de faux. Donc, en fait, là, avec ce que tu dis, si on doit vérifier l'information, il faudrait vérifier à chaque résultat chacune des informations qui ont été générées. Ou alors, l'utiliser pour des cas où tu pas vraiment besoin que ce soit super véridique non plus. Typiquement, pour, résumer une réunion, bah, tu prends tes notes et tu as aussi, les notes de l'IA, Bien tu peux sûr. peut-être les corriger et Mmh. cetera. Ou alors, si tu l'utilises en tant que support, dans tes activités, heu ben, c'est juste, avoir un support et après, la personne, elle est assez, experte pour décerner si c'est intéressant ou pas et utiliser le résultat. Et je pense que c'est là où effectivement, c'est un autre conseil que je donne aux auditeurs, c'est, heu, maintenant le niveau, de base, il est fait par l'IA parce que l'IA fait 80 du travail, avec très peu d'efforts. Donc, le niveau de base, n'importe qui est capable de vibe coder une application. Mmh. Maintenant, qu'est-ce qui va discerner, les gens qui vont réussir des gens qui vont juste, bah, du coup, rester en surface? C'est l'idée, bah, de devenir un peu expert dans ce que je fais, c'est d'acquérir quelque chose qui fait que, qui te rend un peu plus spécial, que simplement utiliser l'IA. Donc, si tu codes une application, savoir exactement ce que tu fais ou, avoir codé plein d'applications et savoir discerner, rapidement où sont les erreurs. Si, tu fais, de la musique, typiquement, utiliser l'IA pour générer des choses et choisir rapidement ce que tu as envie de garder ou pas, ça, c'est un autre cas, tu vois? OK. Le mot de la fin, du coup, est-ce que tu peux nous citer un outil ou une découverte que tu as faite, récemment, peut-être moins connue que GPT, qui t'a vraiment mis une claque et qui t'a fait comprendre que aujourd'hui on est dans une nouvelle ère? Est-ce que tu as un truc en tête qui te vient, un truc que tu pourrais partager, J'ai des choses en tête, mais c'est assez technique, OK. et je pense à Qwen, donc alors je sais pas si vous avez entendu parler de DeepSeek? DeepSeek, c'est un acteur chinois c'est une petite boîte qui a développé un modèle, qui était, surpuissant, au moment où ils l'ont produit il y a quelques mois. Ça a fait un gros bruit d'ailleurs. Et en fait, il y a plein d'acteurs chinois qui commencent à développer des modèles super intéressants, dont Qwen, où en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu l'idée d'aller chercher l'efficience. Maintenant, on est capable d'entraîner de très gros modèles qui sont très forts. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour rendre ces modèles utilisables dans la vie de tous les jours? Bah, il faut, chercher à réduire la taille de ces modèles, le coût d'inférence, la vitesse, la lenteur de ces modèles-là, réduire tout ça et à les squeeze et les mettre, dans des modèles qui sont plus petits et plus performants. Et de ce côté-là, il y a plein d'acteurs chinois, dont Qwen, qui vont en fait, bah, développer des modèles où, en fait, ils vont chercher des nouveautés architecturales, qui sont super intéressantes et qui ont pas été explorées avant et où là, en tant que chercheur en IA, bah, c'est super cool. Ouais. OK. Bon, merci. Le mot de la fin, Aurélien, Yoash, quelque chose à dire? Hem, Remettez l'humain au centre des préoccupations, c'est important aussi. Merci. Merci à tous. Merci pour l'invitation.